Il m'a tué, le meurtre de Julie Dwib. Cette histoire se déroule dans un petit village de Corse le 3 mars 2019. Une femme, Julie Dwib, reçoit 2 balles à bout portant alors qu'elle se trouve dans son appartement. 30 minutes plus tard, son ex-mari, Bruno Garcia, se rend à la gendarmerie et avoue avoir tué son épouse, mais accidentellement. Selon lui, les coups de feu seraient partis tout seuls. Il n'avait aucune intention de tirer sur son ex. Cette histoire, vous l'avez entendue des centaines, voire des milliers de fois, au travers d'histoires d'autres histoires de femmes et d'hommes qui vivent dans la peur de leur ex. Au départ, la vie du couple semblait se dérouler comme dans les contes de fées. Une jeune femme rencontre par hasard un jeune homme au beau milieu de l'été sur les côtes sublimes de l'île Rousse. Un coup de foudre qui donnera naissance à 2 enfants. Mais après plus de 10 ans de vie commune, le couple s'effrite. La relation a déjà beaucoup changé. Les habitants du village remarquent que quelque chose ne va pas dans le couple. La famille de Julie également. Mais personne ne sait à quel point rien ne va. Julie Dwib lancera plusieurs appels à l'aide. Mais le message pourtant clair à nos yeux aujourd'hui ne semble pas alarmer les autorités. Jusqu'au jour où Julie reçoit 2 balles tirées par son ex, alors qu'elle se trouve à genoux sur le parquet de son salon. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans Binder, le dossier Julie Dwib. De la rencontre à la séparation. La rencontre entre Julie et Bruno est complètement fortuite, car en 2006, Julie, qui habite Vers-sur-Marne, près de Disneyland, se rend sur l'île Rousse pour son boulot d'été. Elle est serveuse dans un club-restaurant à Calvi. À l'époque, Julie a 21 ans et Bruno 29 ans. Le duo se trouve pourtant à 2 opposés, tous les deux. Lui est introverti et elle extrêmement extravertie. Mais le coup de foudre est là. Bruno devient le compagnon idéal, l'homme parfait aux yeux de la belle famille et surtout aux yeux de Julie. Au bout de 3 mois de relation, le couple s'installe sur l'île Rousse. Bruno y connaît tout le monde ou presque, en même temps c'est là qu'il a grandi. Le temps passe et la famille s'agrandit. Julie et Bruno accueillent leur premier enfant en 2009, puis le second en 2011. Julie arrête de travailler pour s'occuper de ses 2 fils, mais elle garde une petite activité professionnelle. Elle fabrique, quand elle a le temps bien sûr, des bijoux qu'elle vend sur le marché ou les foires à tout. Et c'est après quelques années, surtout après la naissance de leur 2e fils, que le comportement de Bruno change. Et ce changement se remarque. Même les parents de Julie s'en rendent compte. Bruno parle de moins en moins à ses beaux-parents. Il semble s'éloigner, se replier sur lui-même. Bruno devient bizarre. Et ce comportement étrange déteint sur Julie. Je cite un exemple. Elle demandera à sa mère de prendre une douche avant de rentrer chez eux, après qu'elle soit allée à la plage, soi-disant qu'elle avait trop de sable sur elle. Car la maison de Julie et Bruno doit rester impeccable. Le nettoyage, le ménage est très important pour Julie. Enfin, plutôt pour Bruno, qui devient même agressif envers elle si la maison ne brille pas de 1000 cieux. Bref, tout a changé. De l'homme idéal, Bruno devient tortionnaire. Et avec les semaines, les mois et les années qui passent, la famille, les amis de Julie commencent à s'éloigner, car le climat au sein du couple devient lourd pour tout le monde. Et Bruno devient de plus en plus agressif. Sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook, la vie que Julie dépeint semble pourtant merveilleuse, idyllique même. Des photos de famille, tout sourire, tous heureux. De cette façon, Julie reste en contact avec ses amis et sa famille, qui vivent toujours en région parisienne. Je cite une de ses amies, Céline Lelivret, qui décrit Julie comme une amie fidèle et pleine d'attention à l'époque. Et c'est par le biais de cette amie, de cette relation que Julie a avec Céline, avec qui elle parle quasiment tous les jours, que l'on va entrevoir le revers de cette relation qui commence à être toxique. Car la vie du couple, vous vous en rendez compte,
n'est pas aussi merveilleuse qu'elle peut sembler l'être sur Facebook. Car sur place, dans le village, tout le monde peut attester qu'il se passe quelque chose au sein du couple, si parfait en apparence. Il arrive qu'en public, Bruno détruise le stand de Julie, qu'il s'emporte facilement et qu'il casse tout. Et c'est arrivé plusieurs fois, après la naissance de leur deuxième enfant, dès 2011 donc. Julie déclare même à Céline que Bruno était violent, mais elle n'entre pas dans les détails, ou plutôt elle minimise les faits, pour paraphraser Céline. Le couple se dispute aussi, beaucoup même, mais ça Julie ne le cache pas. Monique, dont le nom a été modifié, savait cela. Monique, c'est une amie de Julie. Julie lui en parlait, mais n'entre pas dans les détails. Mais c'est à partir de juillet 2018 que tout commence à devenir clair pour les proches et amis de Julie. Car Julie est prête à se confier. Après quand même 7 ans de calvaire. Elle est prête à le raconter. Elle raconte tout à son père. Les violences, les menaces. Julie dit tout. Elle vide son sac. Dévoile que derrière un sourire de façade se cache une vie conjugale violente. Bruno contrôlait tout dans la vie de Julie. Sa vie affective, sa vie professionnelle. Il lui interdisait même de voir ses potes. Julie, à cause de Bruno, ne peut pas travailler. Et cela donc depuis plus de 7 ans. Tout le monde dans la famille est sous le choc. Ok, ils ont vu Bruno un peu agressif, mais pas à ce point-là. Mais à partir de là, de cet appel à l'aide de la part de Julie, ses proches, ses parents surtout, vont essayer de lui venir en aide. Et après quelques semaines, donc on va dire courant août, la famille de Julie se rend en Corse. Ils veulent la pousser à le quitter, mais Julie n'en a pas la force, ou peut-être qu'elle a peur de Bruno, l'homme sur qui elle a flashé 13 ans auparavant, le père de ses 2 fils. L'homme qu'elle aime, mais qui cherche à la détruire. Je suis peut-être allée un petit peu loin, mais c'est les sentiments que j'ai eus en écrivant le passage. Bon, août passe, et Bruno devient de plus en plus menaçant envers Julie. Même devant sa famille, il ne s'en cache même plus. Mais le 25 septembre, c'est la goutte d'eau. Bruno et Julie se disputent devant leurs enfants. Julie est mise à la porte en slip. Elle doit dormir dans sa voiture. Pourquoi ? Car pendant que les cuisine, Bruno balance le plat qu'elle a cuisiné pour lui et sa famille. Le plat, elle le reçoit en pleine figure. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Elle quitte Bruno après 13 ans de vie de couple. C'est là que sa famille va apprendre que ce comportement, ce n'est pas la première fois que cela arrive. Que mettre sa femme à la porte pour un oui ou pour un non était un comportement récurrent de la part de Bruno. Mais cette fois, c'est fini. Julie ne remettra plus jamais les pieds dans la maison du couple. Et pourtant, l'enfer ne fait que commencer. Bon, septembre passe. Le 25 septembre, Julie quitte Bruno. Elle reprend ses affaires et sa vie en main. Julie ne reviendra plus jamais dans la maison du couple, mais rien ne va aller en s'améliorant, car Bruno va la suivre partout. Il va également la menacer, elle et son père, qui passe la voir quand il peut pour la soutenir. Son père même, ses parents même, passeront chez Julie pendant plusieurs semaines, pour l'aider simplement à faire ses courses ou pour ne pas qu'elle soit seule. Mais bon, au bout de quelques temps, les parents de Julie doivent rentrer sur Paris. Après tout, Julie est de nouveau seule dans un appartement. Elle est techniquement en sécurité. Mais Bruno voit ça d'un mauvais œil. Il va faire pression sur Julie pour qu'elle revienne vers lui. Il va jouer avec les enfants en l'empêchant de les voir. Car depuis janvier 2019, c'est Bruno qui a la garde exclusive des enfants. Julie ne pourra voir ses fils qu'au travers des grilles de l'école. À la gendarmerie, les plaintes et mains courantes contre Bruno s'accumulent. Menaces de mort, harcèlement et coups et blessures. Bruno lui aussi porte plainte pour violence, vol,
dégradation ou injure non publique. Vous vous en doutez, les plaintes, les mains courantes resteront malheureusement sans suite. Et pourtant, elles s'accumulent en gendarmerie. Et de plus en plus de personnes sont au courant, et parfois témoins des violences entre Bruno, Julie et le père de cette dernière. Mais malgré les menaces et les coups, Julie tient bon. Elle a peur, mais elle refait sa vie. Elle a un CDI et son appartement. Elle est enfin indépendante. Elle se bat aussi pour avoir la garde de ses fils. Quelques semaines avant sa mort, Julie signale aux gendarmes que son ex a une arme. Elle aura pour réponse que rien ne peut être fait tant qu'il ne s'en sert pas. Je cite le père de Julie. « Il faudra qu'il me tue pour que vous me preniez au sérieux. » Le 1er mars 2019, Bruno propose à Julie de passer du temps avec ses fils. Il passera plus tard à l'improviste pour les reprendre sous la menace. Pourquoi cette bien étrange proposition? Cette gentille proposition de la part de Bruno envers Julie. Ce comportement très sympathique, cela fait très longtemps que Julie n'a pas vu de la part de Bruno. Mais elle en profite, elle voit ses fils quelques heures. Bruno aurait-il changé? A-t-il accepté enfin la séparation pour devenir un ex en qui l'on peut avoir confiance, avec qui l'on peut toujours discuter sans que ça parte en vrille? Mais il n'en est rien, car le dimanche 3 mars, à 11h du matin, Julie est retrouvée par une de ses voisines qui a entendu un bruit sourd, un coup de feu. La femme se précipite chez Julie, dont la porte d'entrée de son appartement est restée entrouverte. Elle entre, découvre Julie, gravement blessée sur le balcon. Julie agonise. Les dernières paroles de la jeune femme seront « il m'a tuée ». Elle meurt peu de temps après, succombant à ses graves blessures. Qui a pu tirer sur Julie? L'enquête, évidemment, commence et elle sera très courte. Enquête, procès et appel. Julie a reçu 2 balles de 9 mm à bout portant, une dans le thorax et une dans le bras gauche. Bon, l'enquête va être rapide, puisque Bruno va se rendre à la gendarmerie 30 minutes après le meurtre, pour avouer avoir tué Julie, mais que c'était un triste accident, qu'il n'a pas voulu tuer Julie. Il donne son arme, un Glock 17. Bruno est placé en garde à vue et interrogé. Il raconte l'accident. Ce matin-là, il se rend au stand de tir avec des potes. Mais sur la route, il pense passer voir Julie à son appartement pour qu'il s'explique sur le mode de garde de leurs 2 fils. Bruno se gare, descend de sa voiture, entre dans l'immeuble. Il frappe à la porte de l'appartement de Julie. Julie lui ouvre la porte, mais ça part en dispute. Dans le salon, Bruno la braque avec son arme, lui intime de se mettre à genoux. Bruno veut que Julie quitte absolument l'île Rousse. Il déclare même qu'elle n'a rien à faire là. Selon Bruno, c'est là que tout part en sucette. Julie aurait voulu le désarmer. Un premier coup part. Julie est touchée au bras. C'est une blessure douloureuse, certes, mais légère. Ce n'est pas mortel. Julie fuit, Bruno la poursuit jusqu'au balcon, où un autre coup sera tiré. Dans quelles circonstances, on ne sait pas, car pour Bruno, c'est le trou noir. Il ne se rappelle de rien. Bref, Bruno s'enfuit. Il a quand même tiré sur son ex, qui est toujours en vie. Il monte dans sa voiture et culpabilise un petit peu. Et une demi-heure plus tard, il se rend aux gendarmes. Mais bon, les gendarmes à cet instant doutent quand même un petit peu beaucoup. Julie a porté plainte contre Bruno à de nombreuses reprises et le dossier contre lui fait plusieurs pages. L'enquête est vite pliée pour les enquêteurs. C'est un féminicide de plus. Julie Dwib a été tuée par son ex, qui ne reconnaît pas la volonté de la tuer, mais un simple accident, un malheureux malentendu. Le procès s'ouvre 2 ans plus tard. Le 10 juin 2021, le procès s'ouvre devant le tribunal de Bastia. Bruno, face aux enquêteurs et face à son procès, déclare toujours que les tirs n'étaient pas prémédités, qu'ils n'étaient pas intentionnels,
qu'il a simplement voulu faire peur à Julie, mais qu'elle a voulu le désarmer et que le coup est parti tout seul, et qu'ensuite c'est le trou noir. Il se rappelle vaguement de la course-poursuite qui prend fin sur le balcon, mais rien d'autre. Juste pour information, un tir à bout portant signifie qu'une distance entre 3 et 12 mètres sépare le tireur de la cible. Au procès, on va en savoir un peu plus sur le déroulé du crime. Bruno tire donc par 2 fois sur Julie. Il va la toucher une première fois au bras gauche et une autre fois au thorax, alors qu'elle est sur le balcon. L'absence de préméditation ne convainc pas, et surtout pas l'accusation. Et de toute façon, l'enquête va démontrer que Bruno traquait son ex partout et tout le temps, et qu'il a fait de bien curieuses recherches sur Internet. Peine pour homicide avec arme, ou bien partir en Thaïlande, car la France n'a pas encore signé de traité d'extradition avec ce pays, contrairement aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, à la Chine, à la Belgique, aux Philippines et à bien d'autres pays. Et aussi le fait qu'il ait proposé à Julie de revoir ce fils toujours avant sa mort, un peu comme un adieu, un au revoir entre 2 enfants et leur mère. Le verdict est sans appel et il est justifié, la peine est lourde, perpétuité. Mais bon, Bruno n'est pas satisfait. Pour lui, c'est accidentel. Donc il fait appel. Et le procès s'est tenu en janvier 2023. Bruno est condamné à la prison à perpétuité, dont 22 ans de sûreté. La même peine donc. Son autorité parentale lui a également été retirée, sur ses 2 fils de 12 et 14 ans. Le meurtre de Julie a bien sûr secoué la région. Et le 9 mars 2019, 4000 personnes ont marché en silence pour rendre hommage à la jeune femme. La mort de Julie, les violences qu'elle a subies pendant des années, semblent avoir éveillé quelques consciences. Un Grenelle est organisé en octobre 2019 autour des violences faites aux femmes. Un Grenelle est une réunion de différents acteurs, qu'ils soient membres du gouvernement, membres d'associations professionnelles ou d'ONG. Bref, tout ce petit monde s'est réuni pour savoir comment faire pour protéger ces femmes victimes de violences, qui n'osent pas en parler par peur de représailles, mais aussi parce qu'elles savent qu'elles ne seront pas forcément entendues. Mais aussi pour toutes celles et ceux qui craignent leur ex. 46 mesures naîtront de la mort de Julie. Les bracelets anti-rapprochement en font partie. Ils sont en place depuis le 25 septembre 2020. Tout était sous nos yeux. Le processus était évident. Bruno lui a fait vivre, promettre monts et merveilles. Puis, quand la confiance s'installe, l'emprise débute. Les menaces, les insultes et peut-être les premiers coups. Au bout de quelques mois de relation. La maison doit être nickel et Bruno commence à isoler sa proie. Il dira même à Julie qu'elle est laide, que c'est une truie. Il la saisira même plusieurs fois par les cheveux. Il va la rabaisser. Et comme dans toutes les relations toxiques, le lendemain, la personne est toute tendre, toute mielleuse. Malheureusement, Julie meurt à l'âge de 36 ans, dans son appartement de Corse, après qu'elle eut réussi à se détacher de Bruno, après qu'elle eut réussi à s'arracher à cette emprise. Elle reçoit 2 balles tirées par son ex, alors qu'elle était à genoux sur le parquet de son salon. Julie agonise sur le balcon après avoir reçu une première balle. La seconde lui coûtera la vie, mais dans ses derniers instants, elle trouva la force de dire « Il m'a tué ». J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à réagir en commentaire. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de vos proches. À mercredi prochain. Et d'ici là, n'oubliez pas,